mobilité ou d'immobilité dans les entreprises, comment ces entreprises elles s'adaptent, quelles sont les innovations que l'on observe également. Donc je vous propose à votre tour de prendre place pour cette présentation qui est en train d'arriver. Voilà. Les gens qui suivent les travaux de BMA vous connaissent bien, hein, vous êtes un familier de ces rencontres et vous êtes avec les organisateurs à la manœuvre sur beaucoup de réflexions, d'expérimentation sur toutes ces nouvelles formes de mobilité. C'est donc un exercice assez difficile que d'essayer de repérer comment se crée actuellement la valeur, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on est dans un univers disruptif, c'est le mot qui est en général employé, c'est-à-dire où il y a des bouleversements très fréquents et qu'on n'a pas toujours l'occasion de... Vous allez prendre le micro à chef main, ça va être plus confortable, je pense. Et on vous entendra mieux. Merci. Ça fonctionne, ne touchez à rien. Allez-y, allez-y, parlez. Voilà. C'est toujours difficile d'anticiper un peu qu'est-ce que c'est que ces univers disruptifs dans lesquels on a toujours un peu de retard dans l'adaptation à un environnement qui se modifie de plus en plus rapidement sous l'influence en ce qui concerne le travail, d'une modification profonde de la valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur de ce qu'on fait, comment on la déploie, comment le travail qui est constitutif de la valeur se modifie également en fonction de cette évolution, et comment on arrive à conserver, pour les entreprises concernées par ces évolutions du travail, un coup d'avance sur l'échiquier d'une compétition qui est mondiale. Même si on est petit, on a un compétiteur qui organisera mieux ce caractère disruptif du travail dans la création de valeur que nous. Donc voilà, c'est un panorama assez compliqué qui fait que si on n'y arrive pas, ben, il y a des stocks de non-emploi qui se constituent, puisque cette capacité à être plus rapide que des disrupteurs n'arrive pas à s'incarner dans un travail collectif qui va recréer de la valeur. Donc dans le quart d'heure qui suit, on aborde 3 thèmes. Le premier thème, c'est comment qualifier ce nouveau type de travail disruptif, comment disrupter des disrupteurs pour conserver un coup d'avance. C'est un premier point. Un second point concerne l'incarnation de la valeur travail se fait dans des chaînes de valeur. Donc comment se modifient ces chaînes de valeur sous l'influence de ces forces disruptives qui s'incarnent au niveau mondial. C'est un deuxième point. Et le troisième point qu'on abordera dans les 5 minutes qui restent, c'est comment ceci se prend en compte dans les modes de management de la valeur, et comment on va arriver à conserver dans l'échiquier de la compétition les bonnes cases, en essayant bien sûr d'en conquérir d'autres. Donc en ce qui concerne le premier point, comment se qualifie ce nouveau travail au service d'une valeur très différente. Ce nouveau travail, il s'insère dans 2 ensembles. Un ensemble de dématérialisation croissante de ce qu'on appelle le travail, et puis un ensemble de qualification de ce qui est immobile et ce qui est mobile. Alors, en ce qui concerne la qualification du travail, la dématérialisation croissante du travail s'incarne dans les mots consacrés, qui sont le passage au travail 2.0, c'est-à-dire un travail extrêmement dématérialisé qui est connecté à d'autres. Comment suis-je connecté d'une façon dématérialisée dans mon travail à d'autres personnes en équipe qui participent à la même création de valeur que moi?
C'est une première étape. Une deuxième étape qu'on est en train de vivre, c'est le travail 3.0. Comment ce travail s'insère dans des univers interconnectés, non plus simplement connectés, mais des pôles qui sont interconnectés entre eux, qui s'échangent des bases de connaissances, des bonnes pratiques, des règles, des façons de créer la valeur collective dans des contextes de concurrence qui demandent de penser à des avantages compétitifs complètement différents de ceux qu'on avait précédemment. C'est le travail 3.0. Et puis enfin, le haut de l'axe que vous avez devant vous, le travail 4.0, c'est le travail qui est non seulement interconnecté entre plusieurs pôles, mais qui permet de remplacer par des robots le travail qu'on faisait faire par des personnes préalablement, en multipliant les règles, en multipliant les analyses de données, en multipliant les éléments qui vont permettre cette migration vers un travail 100% robotisé. Ces trois progressions dans le travail dématérialisé sont non pas successives, mais concomitantes. On assiste actuellement à un recouvrement de ces trois types d'évolution. On a à la fois du travail 2.0, quand on remplace dans une entreprise une équipe commerciale qui va voir 10 fois dans l'année des clients par simplement 2 visites physiques et puis 8 visites virtuelles en communauté. On participe à la mise en place d'un travail 2.0 qui, par définition, passe du très mobile au très immobile. Pas 100% immobile, mais très immobile. Et au passage, bien sûr, on réduit les coûts d'une façon quasiment proportionnelle, c'est-à-dire dans mon exemple de 80%. Et on risque d'augmenter la qualité perçue de ce travail en plus. Donc on a tout intérêt à généraliser ce travail 2.0 qui nous conduit non pas à la mobilité renforcée, mais à l'immobilité. Le deuxième type de travail, le travail 3.0, c'est un travail connecté, mais interconnecté. Il y a des entreprises entières qui se créent, prenons le cas des plus célèbres comme Uber ou Airbnb ou d'autres, qui se créent avec très très peu de salariés. Les gens qui créent la valeur sont actuellement, on a coutume de dire, au moins pour une moitié extérieure au personnel de ces entreprises. Pour les cas que je vous ai cités, c'est à 95%. Donc c'est un rapport au travail très différent qui naît et qui repose sur des grandes bases de connaissances, des compétences, une possibilité d'agréger ces compétences à géométrie variable en fonction de sujets de création de valeur quelque part dans le monde, et puis ensuite, une fois que la valeur est créée, une dissociation de ces compétences qui vont se refocaliser sur d'autres sujets. Il est très facile de trouver une compétence très précise en programmation d'une base de règles en prologue avec une codification en langage déclaratif. Si vous le dites. Sur Internet, oui, tout à fait. Avec des gens qui ne sont pas salariés, qui ont des statuts également à géométrie variable et qui vont ensemble contribuer à résoudre un problème qu'on se pose ensemble d'une façon très différente qu'on le faisait précédemment. C'est le travail 3.0. Ce travail 3.0 actuellement se développe à la même vitesse, sinon plus rapidement que le travail 2.0. Il consacre une certaine externalisation de la valeur créée par le travail et une modification des chaînes de valeur dans un contexte entre guillemets étendu auquel on assiste actuellement. La troisième évolution, c'est celle du travail 4.0, c'est une grande robotisation, que ce soit des tâches de service ou des tâches industrielles. Et cette robotisation modifie profondément le travail, puisqu'elle remplace des tâches postées, c'est-à-dire immobiles cette fois-ci. C'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Des tâches immobiles, postées,
des robots qui vont faire la même chose, mais sans présence. À tel point qu'on a pu parler d'usines sans lumière ou de choses comme ça, puisqu'il n'y a plus besoin. Pour les services, l'évolution est la même. Dans le milieu, par exemple, de l'industrie bancaire, la création de tuteurs intelligents disponibles en ligne remplace du personnel en contact pour lequel il est impossible de s'adapter à des innovations de produits financiers complexes toutes les 2 semaines ou même plus rapidement. Et chacun de ces produits remplissant une niche de valeur pour une zone de clients évidemment de plus en plus étroite. Les connaissances à accumuler seraient encyclopédiques. Donc par contre, pour des tuteurs intelligents, c'est très facile. Des tuteurs intelligents, c'est des robots pour le service. Ces tuteurs intelligents ont vocation aussi à gérer des ensembles de process industriels de plus en plus complexes et interdépendants. Et à donc rendre le travail immobile, le rendre plus mobile, mais pour des raisons complètement différentes. Pourquoi le travail immobile est rendu plus mobile? Il est rendu plus mobile parce que les tâches qui restent à faire d'une façon coopérative en univers décentralisé et très très dématérialisé, c'est des tâches de création, c'est des tâches d'avancée dans un univers compétitif de plus en plus complexe sur lequel il faut repérer où se crée la valeur, analyser les caractéristiques et les exigences de cette valeur pour la traduire en flux de produits, de services, d'informations complètement numérisés qui vont ensuite pouvoir permettre de disposer des objets dans des lieux qui seront également beaucoup moins concentrés que précédemment, mais extrêmement répartis, puisqu'on arrive avec ces systèmes entièrement numérisés de travail robotisé à des coûts d'objets qui sont à l'unité ou en très petits lots qui sont au même prix que des coûts d'objets de grande série. Bon, je ne développe pas, mais c'est quand même assez copernicien, puisque toute notre organisation de la valeur était basée sur la notion d'effet d'expérience et de répartition des frais fixes et indirects sur des très grandes séries, avec une qualité perçue qui est souvent supérieure. Donc si on abaisse les coûts par ce nouveau rapport au travail et si on augmente la qualité perçue, la différence pour les financiers s'appelle un cash flow. On contribue à créer des cash flows qui deviennent incontrôlables, à tel point que des gens comme Uber ont une capitalisation boursière qui est un multiple du cash flow de 50 milliards d'euros, on en reparlait récemment, qui correspond à la somme de toutes les entreprises de l'industrie européenne de l'automobile. Donc c'est pour quelques centaines de personnes employées par rapport à une bonne dizaine de millions. Donc il y a quelque chose qui interpelle dans ces modalités de création de valeur, où il est très important de pouvoir suivre ces évolutions 2.0, 3.0, 4.0, avec des prises de position. Alors évidemment, le 4.0, pour moi, c'est un absolu idéal à atteindre, puisque j'ai fait beaucoup d'organisations d'usines et de travail posté. C'est quand même un net progrès de remplacer du travail posté immobile par du travail robotisé qui est pris en charge par des tuteurs intelligents qui vont se charger de faire quelque chose qui n'était vraiment pas agréable pour les gens qui étaient un peu contraints, entre guillemets, quand même. Donc les amener vers un nouveau type de rapport au travail, beaucoup plus mobile, c'est quand même un net progrès. Mais ça se discute, comme disaient les uns et les autres, et le débat est ouvert. Donc un rapport au travail qui se modifie beaucoup, et le rapport à la mobilité, qui est sur l'abscisse qui est présenté, se modifie également, mais pas toujours dans le même sens. Au début de notre conversation sur le travail 2.0, on a considéré que c'était un progrès de passer de la mobilité à l'immobilité dans le rapport commercial qui s'établissait avec des clients, par exemple, alors que dans le travail 4.0, c'est le contraire. C'est du travail
immobile posté qui devient mobile et non posté, c'est-à-dire sans lieu géographique bien déterminé. Entre les deux, il y a le travail 3.0 qui se développe beaucoup, puisque le contexte d'entreprise étendue dans lequel la valeur se crée avec des gens qui ne font pas partie du personnel d'une entreprise pour au moins une moitié de cette valeur, et jusqu'à 95% dans les cas que j'ai cités, c'est quand même extrêmement nouveau, d'autant plus que ça produit, lorsqu'on a la vision financière, des résultats totalement différents en termes de valeur que ceux auxquels on était habitué. Donc, cette progression de la mobilité vers l'immobilité n'est pas toujours dans ce sens-là. Ça peut être de l'immobilité vers la mobilité. Ça dépend si l'on parle de travail 2.0, de travail 3.0 ou de travail 4.0. Donc il faut se poser différents types de problèmes sur un échiquier de compétition qui croise les nouveaux types de travail d'une part, 2.0, 3.0, 4.0, et puis le rapport à la mobilité qui est engendré par ce type de travail. Soit on a de l'immobilité, soit on a de la semi-mobilité, soit on a de la mobilité totale. Le travail robotisé engendre la mobilité forte. Hein, le travail mobilisé, le travail robotisé 4.0 engendre la mobilité. Notre voisin, l'Allemagne, qui s'est résolument engagé sur ces voies dans des aspects usines du futur et industrie du futur, en récolte pas mal de bénéfices, puisque ça permet quand même de modifier complètement à la fois les prix de revient, on en a parlé un peu, et puis la qualité perçue, on a coutume d'appeler, c'est-à-dire la valeur qu'un client attribue à notre produit. Donc on a tout intérêt à regarder ça de très près, même si ça pose des questions et des interrogations sur le type de société dans lequel les uns et les autres veulent se déployer. Il ne faut pas occulter ces interrogations. Donc l'essentiel en ce qui concerne ces éléments concerne avant tout le rapport à la mobilité, qui n'est pas toujours, l'immobilité n'est pas toujours le but. Ça peut être la mobilité dans des travaux 4.0 ou même 3.0. En France, on s'est plus centré dans l'industrie du futur ou l'usine du futur, sur des évolutions 3.0. Les évolutions 3.0, pour en discuter, mais reposent sur l'individu, alors que les évolutions du travail 4.0 reposent sur des systèmes à base de règles, des tuteurs intelligents, qui sont des robots en fait. Donc ça provoque des éléments de remise en cause importants de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Dans BMA, on a commencé à identifier 32 idées intéressantes, mais il y en a beaucoup d'autres. Ici, les éléments concernant ces chaînes de valeur, bien en bas, une chaîne de valeur traditionnelle qui se traduit par des éléments de travail physique attachés à des activités également physiques. Je conçois, je fabrique, je vends, je fais de la distribution physique, je fais de la prévente, je recycle, je démantèle et je recommence. Donc, ce modèle est effectivement, compte tenu des forces qu'on évoquait précédemment, un modèle qui se modifie au profit de chaînes de valeur comme celle qui est dessinée en vert, dans lequel un des points importants, c'est le suivant. Les trois quarts de la valeur dans ces chaînes nouvelles sont constituées de plateformes. De plateformes dans lesquelles on entre des informations, des données, on les traite dans des plateformes, et puis on les livre presque instantanément à des utilisateurs, à des clients. Et le travail sur cette plateforme est un travail complètement nouveau, est un travail extrêmement créateur de valeur, est un travail qui s'inscrit actuellement dans les problématiques de travail 3.0. On arrive à reconstituer à géométrie variable des univers de compétences collectives dans le monde
autour de problèmes de création de valeur nouveaux, ces compétences collectives se désagrégeant une fois que la valeur est créée pour se réagréger différemment ailleurs. Il y a des groupes qui naissent aux États-Unis beaucoup, puisque c'est comme ça qu'ils entendent le travail à distance. C'est de la façon dont je viens de l'exprimer, c'est-à-dire d'une façon très différente de celle dont on l'envisage, avec beaucoup de juridisme on va en parler dans quelques instants avec l'intervention suivante. Dans notre pays, c'est très très différent, parce que ça répond vraiment à un objectif fort de création de valeur. Le travail évolue vers le 3.0 et le 4.0 que s'il est très créateur de valeur. Sinon, il n'évolue pas pour les forces forcément économiques et financières en présence. Donc, chacun des éléments des chaînes de valeur traditionnelles migre vers des chaînes de valeur cibles. Il faut avoir une petite idée de sa chaîne de valeur pour regarder un peu si ces migrations sont favorables ou pas. Certaines des migrations concernent la conception numérique, d'autres concernent l'assemblage sur des plateformes de modules qui ont été entièrement conçus en numérique préalablement et qui sont assemblés et construits en fonction des modes de localisation de la valeur ajoutée issue du travail 3.0. Bref, il y a trois forces en présence qui aboutissent à cette recomposition de la valeur qu'on pourrait décrire à chaque fois en détail. Il y a quatre forces plutôt. Il y a une force de dématérialisation, on en a parlé, c'est une force puissante. Une force de déintermédiation, on en parle moins. La force de déintermédiation, c'est tout le travail 3.0 sera celui qui sera 80%, qui est déjà en cours de devenir les trois quarts du travail de cette recomposition des chaînes de valeur. C'est un travail de plateforme et ces plateformes visent à supprimer des intermédiaires auxquels on avait l'habitude. Par exemple, si je me branche sur une plateforme de crowdfunding pour financer un projet, j'ai bien sûr pas besoin de l'intermédiaire banque, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je me branche sur une plateforme de, excusez-moi du mot anglais, mais crowdsourcing, comme on fait actuellement, j'ai bien sûr plus besoin de tous les intermédiaires d'achat dont j'avais besoin préalablement. Et les plateformes de crowdsourcing font du global sourcing, pour continuer les anglicismes, c'est-à-dire sont globales. Je vais chercher les composants à acheter dans le monde entier, sans intermédiaire, en liaison directe. Bref, ces plateformes sont multiples et variées, il faut les fabriquer, les concevoir, les faire vivre, les maintenir, les analyser, faire de l'analyse des multiples informations qu'on récupère au cours des expériences clients qui consomment la valeur qu'on est censé leur fournir. On a prononcé tout au début le mot big data, alors c'est un mot assez multiple, mais c'est bien de ça dont il s'agit, pour reconcevoir les univers produits, process, clients dans lesquels on évolue. Ces univers produits, process, clients sont soit reconçus presque en temps réel, synchronisés si on fait des services, en temps légèrement différé si on est dans des process industriels, mais de moins en moins différés si on prend des évolutions dont on a parlé ce matin un petit peu, celles des Fab Labs par exemple, vous permettent de changer un peu les codes numériques en fonction de l'expérience client qui a été analysée pour tous les gens du Sud-Ouest. Voilà, j'ai refait une segmentation, et puis à modifier le produit quasiment dans les heures qui viennent. Donc on a comme ça un nouvel univers du travail qui arrive, qui va recomposer la chaîne de valeur. Je vous invite à la conclusion, s'il vous plaît, Gérard. Cette recomposition de la chaîne de valeur, elle amène effectivement un nouveau type de management. Alors, on a coutume de dire que les organigrammes s'aplatissent. C'est plus un caporal 4 hommes, mais c'est une personne et puis 8 à 20 personnes à coordonner sur non plus 4 à 5 niveaux hiérarchiques, mais 1 à 3 niveaux hiérarchiques maximum. Ça constitue des grappes de gens qui s'irriguent en permanence
avec des informations, des contenus numériques, des contenus déintermédiés et des éléments dans lesquels l'État a son rôle à jouer, puisque la modification des règles fiscales est souvent au cœur de cette modification du travail. Parler d'Uber et d'Airbnb, c'est bien le cas, qui s'approprient les trois quarts de la valeur parce que les appareils fiscaux ont du mal à réagir en juste à temps dans ces éléments. Donc il y a une espèce de management sociétal aussi à opérer pour faire en sorte que la migration de valeur auquel on assiste ne nous soit pas préjudiciable à nous, puisque auquel cas, il n'y aura plus beaucoup d'emplois qui seront disponibles, puisque la valeur est créée ailleurs. Donc c'est bien un risque qu'il faut prendre en compte plus qu'on ne le fait actuellement pour éviter cette fuite du travail tel qu'on le connaît, en s'adaptant à des préoccupations 3.0 et pour moi 4.0 encore plus rapidement qu'on ne le fait. Faire du management sociétal. Merci beaucoup pour cette présentation très fouillée. On sent bien que derrière chaque slide, il y a beaucoup de profondeur et la possibilité d'y consacrer encore davantage de temps. Je me tourne vers les organisateurs. On peut retrouver toutes ces données sur le site de BMA sans doute pour approfondir. Et puis évidemment, en s'adressant directement à vous, Gérard Chevalier, peut-être pour compléter la présentation. On aura retenu qu'effectivement, le travail change, les points zéro augmentent. Et derrière cette mutation, il y a une organisation à inventer. Et on est tous, c'est quand même la bonne nouvelle, on est tous concernés et tous co-responsables aussi de cette évolution du travail. Mais on est quand même... Donc, je vous remercie beaucoup, Gérard, pour cette présentation. Je vous invite à regagner votre place. Et puis, la transition, du coup, vous avez donné quelques pistes. Elle est toute trouvée.